Depuis le premier coup d'État en 1952, le nombre de renversements de gouvernements en Afrique n'a cessé de croître, touchant 100 dirigeants africains. Certains de ces coups d'État ont coûté la vie à de nombreux Africains, causant des pertes parmi les hommes, les femmes et les enfants. Plongeons dans le passé pour retracer l'histoire des 5 premiers dirigeants victimes de coups d'État. 1. Roi Farouk I. 23 juillet 1952, Nasser renverse la monarchie en Égypte. Dans la nuit du 22 au 23 juillet 1952, un groupe de jeunes, officiers libres, prend le pouvoir en Égypte et renverse le roi Farouk Ier sans effusion de sang. Ils installent à la tête du pays le général Mohamed Naguib et restaurent l'indépendance de l'Égypte après 70 ans de tutelle britannique. Le chef des insurgés est le lieutenant-colonel de 33 ans Gamal Abdel Nasser. Un an plus tard, Nasser instaure la République et évince Naguib. Malgré des échecs répétés et un pouvoir autoritaire, Nasser incarnera la fierté arabe retrouvée pendant plus de 2 décennies. Cet événement est devenu une fête nationale en Égypte. Le roi Farouk Ier, qui avait succédé à son père Fouad Ier le 6 mai 1936, avait maintenu son allégeance aux Anglais. Les attentats anti-britanniques se multipliant, le 25 janvier 1952, le général George Erskine réprime sévèrement la révolte d'un millier de Boulouks, auxiliaires de police, à Ismaïlia, causant 49 morts dont 3 Britanniques. Le pays au bord de l'explosion, le lendemain, un samedi noir, des émeutes éclatent au Caire. Des bâtiments, bars, cafés et cinémas sont incendiés et des ressortissants britanniques sont lynchés par la foule. La police reste passive tandis que le roi Farouk, assistant à un banquet de 600 couverts, observe silencieusement les incendies illuminant la capitale. Les semaines suivantes voient le Premier ministre congédié et des ministères se succéder sans résultat. Le régime est attaqué par la droite religieuse, incluant les frères musulmans, et par le mouvement progressiste des « officiers libres » fondé par Nasser. Le 21 juillet 1952, les officiers libres décident d'agir. Leur complot découvert, le chef d'état-major réunit les chefs de l'armée pour arrêter les officiers séditieux. Toutefois, le chef des assaillants se rallie aux officiers libres et prend avec ses troupes le grand quartier général, capturant l'état-major en un quart d'heure. Durant la nuit du 22 au 23 juillet, les insurgés occupent les points névralgiques de la capitale. Au matin, un officier informe l'ambassade britannique que l'action en cours est d'ordre purement intérieur et que toute tentative d'intervention sera considérée comme un acte d'hostilité. Vainqueur, Nasser fait réveiller le général Naguib, un aîné plus prestigieux, et lui remet la présidence du Conseil et le commandement en chef des armées. Naguib, soucieux d'instaurer une démocratie parlementaire, se montre conciliant envers les frères musulmans. Une fois au pouvoir, Nasser impose une réforme agraire majeure, confisquant les domaines royaux, limitant la grande propriété foncière et permettant à 1 million de petits paysans de racheter des terres à des conditions avantageuses. Le 18 juin 1953, la République est proclamée et Naguib devient président et Premier ministre. Rapidement, Nasser prend la place de Premier ministre adjoint, et le 14 novembre 1954, Naguib est déposé. Nasser devient alors le chef absolu de l'Égypte avec le titre de « Raïs », président ou chef. 2. Mohamed Naguib. Mohamed Naguib est né le 20 février 1901 à Khartoum, au Soudan, d'un père égyptien et d'une mère soudanaise. Sa famille, influente dans le domaine scientifique en Égypte, voit son père servir dans l'armée égyptienne au Soudan. Naguib passe ses années de formation au Soudan, où il joue avec les animaux de la savane et des soldats de plomb. En avril 1917, il entre à l'Académie militaire d'Égypte, obtenant son diplôme en janvier 1918. En 1923, il obtient son baccalauréat et entre à la faculté de droit, où il est promu au grade de premier lieutenant en 1924. En 1927, il devient le premier officier de l'armée égyptienne à obtenir un baccalauréat en droit, puis poursuit des études supérieures en économie politique en 1929 et en droit privé en 1931. Après le traité de 1936, il fait partie du comité chargé de l'organisation de l'armée égyptienne à Khartoum. En 1944, il est nommé gouverneur régional du Sinaï et, en 1947, responsable des mitrailleuses à Al-Arish. Il participe à la guerre de Palestine en 1948, où il est blessé 3 fois, et reçoit la première étoile militaire de Fouad ainsi que le rang de Bek pour son courage. Après la guerre de Palestine, il est nommé directeur de l'école des officiers en 1948,
où il rencontre le major Abdel Hakim Amer et le mouvement des officiers libres. Suite à la révolution du 23 juillet 1952 et au renversement du roi Farouk, il est choisi pour diriger le Conseil du commandement révolutionnaire. Le 8 septembre 1952, il forme son premier cabinet, assumant le poste de ministre de la Guerre et de la Marine tout en conservant le commandement général des forces armées. Le 18 juin 1953, l'Égypte devient une république, et Naguib est nommé premier président de la République. Le 17 avril 1954, Gamal Abdel Nasser devient président du Conseil des ministres, réduisant le rôle de Naguib à la présidence de la République. Le 14 novembre 1954, le Conseil du commandement révolutionnaire le destitue de ses fonctions, transférant tous ses pouvoirs à Nasser. Naguib est l'auteur de plusieurs livres, dont Un message sur le Soudan, Le destin de l'Égypte, en anglais, Mon allocution pour l'histoire, et J'étais président de l'Égypte. Il décède le 28 août 1984. 3. Sayed Abdallah Khalil. Sayed Abdallah Khalil, né en 1892 à Omdurman et décédé le 23 août 1970, était un homme politique soudanais, connu pour avoir été le deuxième premier ministre du Soudan. Né à Omdurman, Khalil était d'origine nubienne kanzi, originaire d'un endroit appelé Balana, situé entre les territoires égyptiens et soudanais. Khalil a servi dans l'armée égyptienne de 1910 à 1924, puis dans les forces de défense du Soudan de 1925 à 1944. Il fut le premier Soudanais à atteindre le grade de brigadier, Miralais. En 1944, Khalil devint un membre influent du Conseil consultatif pour le Nord-Soudan, une organisation pro-mahdiste. En 1945, il cofonda le parti Oumma et en devint le premier secrétaire général. En 1947, il rejoignit le Front de l'Indépendance, représentant les intérêts du parti Oumma et s'opposant à ceux de Katmiya. Khalil entretenait une relation étroite avec les administrateurs coloniaux Robert Georgeau et J.W. Robertson, souvent en tant que défenseur de leurs opinions sur la politique soudanaise. Sa lutte continue contre la Katmiya est souvent critiquée, certains allèguent qu'il a contribué à diviser le nationalisme soudanais émerge. En 1947, il fut nommé ministre de l'Agriculture, principalement pour contrebalancer le rôle important de la Katmiya et répondre à la presse soudanaise. En 1948, Khalil devint le chef de l'Assemblée législative et du Conseil exécutif nouvellement formé, représentant le parti Oumma à la Commission constitutionnelle. Il fut élu au Parlement lors des élections législatives de 1953. À la suite des élections de 1958, Khalil forma un gouvernement de coalition avec son parti Oumma et le Parti démocratique populaire. Il devint Premier ministre et ministre de la Défense. Il aligna le Soudan avec les États-Unis, provoquant une confrontation tendue avec l'Égypte sous Gamal Abdel Nasser. Le 17 novembre 1958, Khalil mena un coup d'État militaire contre son propre gouvernement, plaçant le pouvoir sous le contrôle d'une junte militaire. 4. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, de son vrai nom Elias Okita Zombo, est né le 2 juillet 1925 à Onalua, Congo belge, et a été assassiné le 17 janvier 1961 près d'Elisabethville au Katanga. Homme d'État congolais, il fut le premier Premier ministre de la République démocratique du Congo, connu sous le nom de République du Congo de 1960 à 1964, de juin à septembre 1960. Aux côtés de Joseph Kasavubu, Lumumba est l'une des figures emblématiques de l'indépendance du Congo belge. Il est considéré comme le premier héros national du pays post-indépendance. En 1956, Lumumba fut jugé pour détournement de fonds des comptes de chèques postaux de Stanleyville et condamné à 1 an de prison. Il vécut cette incarcération comme une injustice, estimant qu'il ne faisait que prélever son dû, n'étant pas toujours payé. Lumumba imputait ses actions aux incohérences des Belges qui incitaient les Congolais instruits à vivre comme les Européens sans leur en donner les moyens matériels. Libéré par anticipation, il reprit ses activités politiques et devint directeur des ventes d'une brasserie. La même année, il devint président de l'association des évolués de Stanleyville. À cette époque, le gouvernement belge commença à prendre des mesures de libéralisation, syndicats et partis politiques furent autorisés en vue des élections municipales prévues en 1957. Les partis politiques congolais étaient parrainés par ceux de Belgique. Lumumba, classé pro-belge en raison de ses discours et de ses rapports avec les libéraux belges, fut inclus dans l'amicale libérale. 5. 13 janvier 1963, Sylvanus Olympio.
Sylvanus Olympio, figure centrale de la lutte pour l'indépendance du Togo, est assassiné moins de 3 ans après son élection à la présidence. C'est la première fois qu'un chef d'État d'un pays africain récemment indépendant est tué. Olympio a commencé à se battre pour une plus grande autonomie du Togo dès les années 1940. En 1958, il devient Premier ministre et occupe plusieurs autres ministères avant d'être élu président lors de l'indépendance proclamée le 27 avril 1960. En avril 1961, son pouvoir est confirmé par un référendum constitutionnel et des élections remportées sans opposition par lui et son parti de l'unité togolaise. Une tentative d'assassinat contre lui renforce le caractère autoritaire de son régime. Sur le plan extérieur, le Togo entretient des relations tendues avec son voisin ghanéen. Malgré la signature d'un pacte de défense, Olympio prend aussi ses distances avec la France et se rapproche des pays anglo-saxons. Ses gestes autonomistes, comme sa volonté de rompre avec le franc et d'adopter une monnaie nationale, inquiètent Paris. Le 12 janvier 1963, des soldats démobilisés de la guerre d'Algérie entrent chez le président avec l'intention de l'arrêter. Olympio leur avait refusé l'intégration à l'armée togolaise peu de temps auparavant. Il se réfugie à l'ambassade américaine, mais est repéré par les militaires qui l'abattent le lendemain. Le sous-officier Eyadema Gnassingbé revendique l'assassinat. Un mystère entoure toutefois l'identité de l'auteur du meurtre ainsi que la responsabilité de la France dans cet événement. Nicolas Grunitzky, un opposant et beau-frère d'Olympio qui était en exil, revient au pays et accède à la présidence. Ce premier renversement par la force d'un chef d'État des nouveaux pays africains suscite du ressentiment à l'extérieur, bien que le nouveau régime soit éventuellement reconnu. Grunitzky sera à son tour renversé par Eyadema Gnassingbé en 1967.